Eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver sur mon quotidien TV avec Nicolas Sautemont. C'est ça. Bonjour Nicolas. Bonjour. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir interviewer quelqu'un qui va nous donner des très bons conseils pour acheter dans les meilleures conditions, au meilleur taux, puisque tu es responsable toi-même de 2 agents de la CAFPI, qui est un organisme de crédit, c'est ça? Alors, pas vraiment un organisme de crédit. Nous, on est intermédiaire en fait en opération de banque. Donc, on est courtier en crédit immobilier et en assurance, emprunteur. Donc, effectivement, on va essayer de donner quelques astuces, comment préparer effectivement un dossier de financement de façon à pouvoir acquérir le projet d'une vie dans les meilleures conditions qui soient. Donc, si je me positionne en tant que futur acheteur, quand je vais voir un courtier comme toi, ça veut dire que c'est un courtier qui peut travailler avec plusieurs organismes, alors que si je veux voir mon banquier, lui va uniquement travailler avec l'organisme interne de sa banque. Exactement, c'est tout l'intérêt du courtier aujourd'hui, c'est que votre banquier va être monoproduit puisqu'il n'aura que ce que lui est en mesure de proposer à sa clientèle. Le courtier, lui, l'avantage, va pouvoir faire une démarche de recherche de financement, d'optimisation des conditions de financement. Alors, les conditions de financement, ce n'est pas qu'un taux, c'est aussi une assurance, c'est aussi des frais de garantie, des frais de dossier, des modulations d'emprunt, etc. Donc, c'est vraiment une négociation à la carte, fonction du cahier des charges du client, qui va être menée par le courtier. D'accord. On va faire une interview bien particulière puisque je vais me mettre dans la peau d'un futur acheteur qui vient te rencontrer donc, sur une des 2 agences. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Puteaux et Courbevoie. Tout à fait. Donc, dans le 92, 78, 92. D'accord. Ouais. Donc, j'arrive, j'ai vu un bien à acquérir. Je sais le prix que coûte ce bien et je viens te voir. Je dois t'apporter quoi exactement? Est-ce que je dois te dire actuellement quelles sont les disponibilités financières que je peux mettre sur la table, mes feuilles de paye, les engagements? Dis-nous tout. Alors, vraiment le préalable pour pouvoir effectivement étudier un projet de financement, ne serait-ce qu'une faisabilité financière, c'est effectivement les revenus, donc fiche de paye ou bilan, si jamais on est gérant ou en profession libérale. Les relevés de compte pour effectivement voir comment fonctionne le compte du client. Tout ce qui va être effectivement engagement de crédit, puisque ça va rentrer effectivement dans les calculs d'endettement, et la disponibilité de fonds mobilisables ou conservés en épargne pour l'avant et après projet. D'accord. Quand on parle de crédit, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a une voiture en location, ça se fait de plus en plus, au lieu d'acheter une voiture, on la prend en location, est-ce que ce montant de la location est considéré comme un crédit ou comme un frais de fonctionnement sur le compte? C'est véritablement un crédit, puisque c'est soit une location option d'achat. Oui. Donc on a un loyer qui perdure selon une durée définie avec le constructeur automobile. Que ce soit une LOA ou un LDD, c'est effectivement un crédit, au même titre que les 10 fois sans frais qu'on peut avoir avec une carte printemps ou autre. C'est effectivement un engagement de crédit puisqu'il y a une mensualité qui tombe tous les mois. D'accord, donc il faut bien prendre en compte que tous ces petits crédits qu'on peut avoir à droite à gauche rentrent en ligne de compte sur le calcul d'un financement d'un futur bien. Tout à fait, d'autant plus qu'aujourd'hui les normes du HCSF s'appliquent maintenant depuis 2 ans. Donc c'est en fait les directives du Haut Comité à la stabilité financière qui ont donné des directives aux organismes financiers, donc aux banques, pour respecter des normes d'endettement. Aujourd'hui, la norme veut qu'on ne puisse plus dépasser les 35% d'endettement, assurance incluse. Donc effectivement, tout ce qui va être leasing, crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit voiture, vont rentrer en ligne de compte dans ce fameux calcul d'endettement. D'accord. Ça veut dire également que par exemple, si je viens te voir et que je te demande un engagement, enfin un financement sur 35%, après, je ne peux plus prendre un crédit pour une voiture ou prendre une location sur une voiture, parce que sinon, je vais monter à 37, 38. Alors, c'est là où le bas blesse. La directive du HCSF norme et normalise le marché du crédit immobilier. D'accord. Mais les prêts à la consommation ne rentrent pas en ligne de compte. Donc, à l'inverse, on va tenir compte des endettements et des crédits actuels sur du titre de consommation immobilier pour calculer un nouveau taux d'endettement sous égide d'un prêt immobilier. Mais à l'inverse, vous pouvez tout à fait solliciter après coup un organisme de leasing, CTLM ou Finaref ou autre, pour demander un crédit à la consommation, ou même votre banquier avec qui vous avez effectivement souscrit le nouvel engagement de financement immobilier. Quels sont aujourd'hui les plus gros risques pour un acheteur justement qui s'engage comme ça sur du long terme? On est sur des durées de combien? Parce que moi je me rappelle quand j'ai acheté, j'étais sur 15 ans. Je pense qu'aujourd'hui on est sur des 20, 25 ans, non? Alors on est sur une moyenne qui tourne entre 18 et 20 ans actuellement. Ça varie en fonction effectivement après des typologies, mais surtout du conseil que le courtier ou le banquier peut amener au client. Aujourd'hui, les taux sont extrêmement bas, donc il est tout à fait intéressant et logique d'aller emprunter sur des maturités plus longues, 20-25 ans, pour justement bénéficier de l'effet de levier du crédit,
optimiser sa situation financière, ne pas se mettre justement au plafond des 35% d'endettement pour anticiper, le cas échéant, un ravalement qui tombe, des faux frais parce qu'il y a une voiture effectivement à changer, ou même tout simplement un projet de vie avec les enfants qui peuvent être de financer aussi leur scolarité sur du plus long terme. Donc ne pas hésiter aujourd'hui à rallonger justement la durée du crédit pour avoir plus de souplesse mensuellement finalement. Oui, c'est de vraiment avoir un raisonné de gestionnaire d'entreprise en se disant je ne vais pas endetter mon entreprise au maximum de sa capacité, puisque si jamais j'avais ne serait-ce qu'un accident de parcours, comme on l'a beaucoup connu ces 2 dernières années, avec du chômage partiel, avec un licenciement, des problématiques de santé, quelles qu'elles soient, le revenu va être affecté. Donc du coup, il vaut mieux garder une marge de précaution. L'argent aujourd'hui n'est pas cher, mais vraiment pas cher du tout. On est sur les taux les plus bas historiques. Autant en profiter, se laisser de l'aisance financière, tout en sachant que de toute manière, à 90% des cas, l'acheteur revend au bout de 8 à 12 ans. Donc ne paye jamais la totalité de son encours d'intérêt d'emprunt. D'accord. D'accord. Un cas de figure qui doit se poser régulièrement, puisque finalement maintenant les populations vieillissent et on est tous plus ou moins propriétaires d'un bien. Demain, on décide de partir en retraite parce que on a le droit de partir et il faut en profiter. Et j'insiste pour que les gens en profitent au maximum. Donc j'ai une propriété qui vaut 250 000 euros, 300 000 euros on va dire. Je vais acheter quelque chose pour ma retraite qui coûte 150 000 euros en Normandie, mais je n'ai pas encore vendu. Dans ce cas de figure-là, il y a une solution qui est toute simple, qui s'appelle le prêt relais. D'accord. Où le banquier va pouvoir, alors en fonction des organismes bancaires, ça va varier entre 60 et 80% d'avance sur la valeur vénale du bien, net de crédit. Donc en l'occurrence, sur un bien en moyenne à 300 000, globalement, les banques vont avancer jusque 210 000 euros au maximum de valeur vénale de bien. C'est un format un peu, pour simplifier la chose, de découvert autorisé sur un produit à revenir, qui sera effectivement soldé lors de la revente. Donc le notaire prendra ce qu'on appelle un ordre irrévocable et saisira sur le prix de la vente la somme allouée par l'organisme bancaire pour restituer les fonds. Alors tous ces exemples-là, justement pour informer nos téléspectateurs que finalement, tout seul dans son petit coin, on pourrait faire beaucoup de choses, mais si on n'est pas conseillé par des professionnels, on passe à côté de tout, quoi. On peut effectivement passer à côté de beaucoup de choses, et même accompagné par certains professionnels. L'inconvénient que peuvent avoir aujourd'hui certains banquiers, c'est qu'effectivement, on le disait en prémisse de notre conversation, ils sont monoproduits. Donc si le produit n'est pas adapté à la situation du client, on aura une fin de non-recevoir, alors que le projet peut tout à fait être solvable, totalement viable, et peut permettre d'aboutir, en l'occurrence par rapport à un prêt relais, à l'opération que le client escompte faire, alors que dans un certain organisme bancaire, le projet ne pourra pas passer parce que le dress code de la banque en question ne le permet pas. Quels sont les plus gros risques aujourd'hui pour un futur acquéreur qui vient vous voir au cabinet, qui dit voilà, moi j'ai trouvé un bien qui me convient tout à fait, l'étude est faite, est-ce qu'il y a certaines choses qu'il faut prendre en compte dès le départ? Tu parlais tout à l'heure de ravalement, de toiture, c'est vrai que ça il faut faire très attention, mais est-ce qu'il y a des petits conseils à leur donner aujourd'hui quand vous faites de la recherche de biens? Regardez bien en détail quelles petites choses à voir. Sur de la résidence principale, la difficulté, c'est que c'est un achat qui, à mon sens, n'est pas raisonné, puisqu'on achète son projet de vie pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Donc forcément, on va aller chercher quelque chose soit d'assez haut de gamme, soit d'assez grand, etc. Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est effectivement de vérifier déjà l'emplacement, puisque c'est le nerf de la guerre pour aussi anticiper sur une vision plus ou moins long terme, 8-15 ans, est-ce que le marché de l'immobilier se portera toujours bien, sachant que personne n'a de boule de cristal. C'est pour ça que l'emplacement on a un adage dans l'immobilier qui dit il y a 3 règles pour acheter, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Deuxième chose, effectivement, c'est de vérifier les PV d'AG pour savoir s'il y a des choses qui reviennent sur le tapis de manière récurrente. Ravalement de façade, prévoir éventuellement un portail automatique ou ces choses-là qui peuvent être des charges lourdes, et vérifier surtout la santé financière de la copropriété, puisque lorsque l'on va acheter le bien, il y a un passage aussi de l'actif et du passif. Donc l'actif, je récupère la possession du bien immobilier, mais je récupère aussi les éventuelles dettes qui peuvent exister dans la copropriété. Et si on a des mauvais payeurs, avant que la solution se décante et que ça revienne à une comptabilité nulle, il peut se passer beaucoup de temps. Et le temps, c'est aussi de l'argent.
C'est vrai, c'est vrai. J'ai souvenir d'une interview avec un agent immobilier qui me disait que finalement, avec le Covid, beaucoup de Parisiens ont voulu partir à la campagne, que déjà les premiers étaient en phase de revente parce que quand on part de Paris, aller habiter à Bailleul, c'est pas du tout la même façon de vivre et que finalement, ils s'ennuient un petit peu sur place. Et il me disait que finalement, ceux qui étaient habitués à être en appartement avaient du mal à vivre en pavillon parce qu'en appartement, certes, on a des charges de copropriété qui couvrent le fonctionnement, mais quand on se retrouve en pavillon, on a une multitude de charges qu'on ne prend pas en compte. La vraie difficulté, elle est là, c'est d'appréhender sur une charge de copropriété par rapport à un appartement, on sait peu ou prou à combien vont s'estimer les frais pour gérer le bien, pour l'entretenir, etc. Une maison, effectivement, beaucoup de gens se disent j'ai acheté ma maison, j'ai pas de copropriété, donc pas de frais. C'est faux. C'est faux parce qu'une maison, ça s'entretient, parce qu'il y a toujours des petits travaux de rénovation à faire ici et là, parce que si jamais demain, il y a une problématique sur la toiture, sur la partie chauffage, pompe à chaleur en ce moment qui est très tendance, et les charges seront à votre nom seul. Exactement. Donc c'est effectivement pour ça qu'il faut anticiper le plus possible un projet immobilier, un projet de vie qui va nous concerner. On va s'engager sur 20-25 ans, même si on revend au bout de 8 à 12 ans, ça s'anticipe, ça se construit. Donc l'idéal, effectivement, c'est de venir voir un courtier ou un professionnel du financement en amont, à la limite même des visites, pour construire tout cela, vérifier la solvabilité, vérifier que demain, on conserve quand même une capacité d'épargne en précaution d'eux. Bien sûr. Des dossiers, évidemment, tu en vois des centaines. Aujourd'hui, tu nous conseillerais plutôt d'acquérir un appartement dans du neuf ou de l'ancien, vu les tendances du marché? Tout va dépendre de l'emplacement. C'est toujours la même chose. Sur Puteaux, sur Courbevoie. Allons dans les belles régions. Sur Puteaux, Courbevoie, ça va être deux cas de figure. C'est pareil, on a une question de sectorisation, c'est-à-dire qu'il y a des variations de prix en fonction des quartiers, que ce soit sur Courbevoie ou sur Puteaux. Maintenant, tout va dépendre aussi déjà des goûts et des couleurs, parce que certains, le neuf, ça ne leur convient absolument pas. Ils préfèrent le cachet de l'ancien. D'autres ne veulent pas s'embêter justement à faire des travaux et à anticiper. C'est l'avantage du neuf. Le neuf peut aussi avoir un avantage, à savoir qu'on a des frais de notaire qui sont réduits, sont divisés quasiment par 3. Donc ça peut être un petit coup de pouce financier à ce niveau-là. Mais après, c'est toujours le même sujet de débat. Est-ce que j'achète au bon prix? Oui. Et ça, c'est pour la résidence principale. Oui. Alors maintenant, on arrive au sujet épineux, c'est la résidence secondaire, parce qu'on a tous voulu un jour ou l'autre acheter un appartement à la montagne pour le mettre en Airbnb ou compagnie. Facilité, pas facilité aujourd'hui l'achat des résidences secondaires. Est-ce que c'est encore une bonne option? Alors déjà, il y a en fait 3 volets sur l'immobilier. Vous avez effectivement le résidentiel principal, donc pour y habiter soi-même. La résidence locative, cette fois-ci je deviens bailleur pour le compte d'un tiers, et la résidence secondaire. Je rejoins certains de mes confrères. Pour moi, la résidence secondaire, c'est un gouffre financier. Oui. Pour une simple et bonne raison, est-ce que vous vous voyez partir pendant 25 ans au même endroit tous les ans? Deuxième chose étant, c'est qu'effectivement, si vous ne faites pas de location derrière, c'est une charge fixe. C'est-à-dire que le crédit immobilier, qu'il soit de 500, 1000 ou 2000 euros par mois, c'est seuls vos revenus qui vont assumer cette charge. Est-ce qu'avec 24 000 euros par an, sur un raisonné de 2000 euros par mois de charge, effectivement, vous ne pouvez pas vous payer de très belles vacances ailleurs. Donc, pour moi, la résidence secondaire, ce n'est pas forcément la bonne option. L'investissement foncier, la résidence locative, oui, toujours sous le même égide, la sectorisation. Effectivement, de bien anticiper aussi tout ce qui va être facilité de location, vacances locatives, mais aussi anticiper, pareil, des frais de rénovation, puisque en fonction de la population à laquelle on va louer, si on fait du Airbnb, ça induit aussi des faux frais, puisqu'il faut nettoyer l'appartement entre deux, rentrer l'entrée et la sortie, entre guillemets, du locataire. Donc ça peut induire des frais annexes. Et il ne faut pas simplement se dire, j'ai un ratio loyer versus montant de mon achat et je calcule ma rentabilité brute. Il faut toujours aller chercher sur la rentabilité nette pour être sûr de l'opération qu'on fait. Ouais. Et puis pas avoir des personnes qui louent l'appartement pour la transformer en discothèque, comme on a vu dernièrement. Voilà, c'est effectivement des choses qui deviennent de plus en plus tendance de louer sur Airbnb. La difficulté étant, c'est que bien qu'il y ait des assurances par le biais d'Airbnb et qu'on puisse soi-même se garantir au titre de l'assurance habitation, garantie de loyer impayé et autres, la véritable difficulté, c'est d'avoir un bien qui reste liquide, qui reste bien tenu. Et la difficulté est là, c'est qu'on sait pertinemment que quand c'est notre propre affaire, on en prend soin. Quand c'est les affaires des autres, parfois certains ont plus de mal.
Bon, on a parlé boulot, c'est bien, on est quand même un petit peu encore en vacances. Et moi, j'ai trois mots qui me reviennent là, lors de cette préparation. Épicurien, Ouais. famille et pêche. Ouais. Ouais, c'est le trio qui me motive tous les jours. Bon, je vous avoue, je suis pas très fan des cucurbitacées. Je préfère la viande et le bon vin. Maintenant, famille, parce que oui, j'ai la chance d'avoir 3 enfants, une superbe épouse avec qui je suis depuis maintenant une vingtaine d'années. Et la pêche, qui est une passion qui me permet effectivement de pouvoir pleinement déconnecter, parce que je travaille quasi toute l'année, sauf le dimanche. Et effectivement, c'est mon moment loisir où là, je déconnecte, je ne suis pas joignable, parce que ça m'arrive de partir pêcher en mer, en rivière ou autre. Et généralement, j'ai la chance de ne pas avoir de réseau à ces moments-là. Bon, c'est déjà une bonne chose, pouvoir complètement couper, s'éloigner des côtes, s'éloigner de la vie économique, C'est nécessaire. s'éloigner du monde politique. Et ma dernière question, puisqu'on a décidé maintenant de parler un petit peu politique avec nos invités, si demain tu avais la possibilité de rencontrer des futures personnes qui vont se présenter aux élections, quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner? Quelles seront les attentes que tu peux avoir? Alors sans dire pour qui tu vas voter bien sûr, hein, mais toi en tant que chef d'entreprise, puisque tu as comme 2 sociétés, enfin 2 agences à gérer, qu'attends-tu aujourd'hui des futurs hommes politiques? Moi, je suis partisan et c'est comme ça que je suis dans la vie quotidienne et dans le domaine de l'activité professionnelle, c'est pas de langue de bois. Et quand on prend un engagement, c'est de s'y tenir. Maintenant, c'est vrai que beaucoup vont dire que ça s'est pas bien passé, etc. La critique est Je pense facile. que je n'aurais pas aimé être à leur place. Je leur cède bien volontiers. Mais effectivement, à partir du moment où on engage un discours politique, qu'on soit de gauche, de droite ou autre, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Et je pars sur le principe, pour moi en tous les cas, d'être jugé sur les actes. Donc c'est vrai que nos politiciens devraient peut-être effectivement s'arc-bouter là-dessus, plutôt que sur de longs discours, de belles phrases. Ouais. Mais effectivement dire j'ai un adage, je dis ce que je fais ce que je dis. L'attente d'un chef d'entreprise aujourd'hui par rapport aux futures élections? Prendre en considération qu'effectivement les indépendants, les chefs d'entreprise ont beaucoup souffert sur les 2 dernières années, puisqu'on a pris le Covid, mais comme tout le monde de plein fouet. Beaucoup de sociétés ont dû fermer parce que tout simplement pas de trésorerie, une clientèle qui malheureusement ne pouvait plus souscrire à de nouveaux contrats et faire tourner la boîte. Mais c'est aussi surtout que le chef d'entreprise parfois est un peu décrié comme les grands patrons du CAC 40, mais il faut savoir qu'en France, le CAC 40, il n'y en a que 40, comme le nom l'indique. Il y a beaucoup de petits chefs d'entreprise qui ont à cœur aujourd'hui de pouvoir faire vivre des familles. Oui. Et la vraie difficulté aujourd'hui pour un chef d'entreprise, elle est là. Elle est de pouvoir réussir à faire que ses employés puissent déjà, premièrement, s'éclater au travail, parce que c'est pour moi le nerf de la guerre, et puis faire vivre leur famille. Et la difficulté aujourd'hui, ça a été effectivement de trouver la bonne solution d'accompagnement financier, mais qui a été faite un petit peu, je pense, à la va-vite, pour dire on arrête un peu le holà, les discours qui montent un peu dans les tours, mais il faut savoir que on a quand même eu les gilets jaunes, oui. Derrière quoi les gilets jaunes se calment un peu, et puis on enchaîne sur la phase Covid. Donc pensez effectivement aux chefs d'entreprise indépendants, qu'ils soient gérants de société ou autres. Ça n'a pas été simple pour eux et pour leurs employés et leurs collaborateurs. Donc c'est vrai que le message est plus là-dessus. Le message est passé. On espère qu'il sera écouté. Tout le monde attend beaucoup de choses des prochaines élections. On verra ça. Moi, je voudrais juste apporter une petite précision. C'est que la CAFPI ne finance pas les achats de voitures. Non. Par contre, vous financez donc résidence principale, résidence secondaire, résidence locative, également du professionnel. Oui, en fait, on fait tout ce qui va être égide immobilier. Donc, après, comme vous le disiez, résidence principale, locative, secondaire, investissement au titre de l'entrepreneur, donc financement de fonds de commerce, de pas de porte, toutes ces choses-là. Et on fait aussi ce qu'on appelle vulgairement du RAC, de la restructuration de dette, donc du prêt hypothécaire, pour justement le client qui a eu un accident de parcours, qui aujourd'hui a cumulé des dettes pour essayer d'éponger la précédente, et on a une solution éventuelle de restructuration de dette pour assainir tout ça. Merci Nicolas. Alors pour te joindre, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur Google, de taper CAFPI Puteaux ou CAFPI Courbevoie, et systématiquement on tombe sur une des 2 agences. Ouais. On prend rendez-vous, on amène tous les documents.
On peut prendre rendez-vous en plus directement en ligne, puisqu'on a mis un système un peu sur le format Doctolib, donc où nos clients peuvent aller directement fixer rendez-vous dans l'agenda sans même passer un coup de fil. D'accord. Ou tout simplement, effectivement, ils ont nos coordonnées sur Facebook, Google et autres. Donc, qu'ils n'hésitent pas, on sera à leur disposition. Un grand merci, Nicolas. Merci pour toutes ces infos, parce que c'est vrai que je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, va faire appel à ton organisme ou à un autre, mais en préférence la CAFPI, parce que, vaut mieux acheter quand on est encore jeune et pouvoir arriver en retraite et ne plus avoir de crédit à payer. On arrive au terme de cette émission. Je voulais remercier toutes les équipes de Atoucam et de Griffe Productions. On est reparti pour une nouvelle saison. Je vous donne rendez-vous très vite sur ce plateau. Et un petit message à Patrice qui est juste derrière, et puis à Jean-Sébastien qui surveille et qui est venu me régler mon micro. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais en tout cas, c'était très sympathique. À très vite et bonne continuation à vous tous.